Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de La vie symbolique avec Jonathan Pajot, David Brodeur et Jean-Philippe Marceau. Vous avez déjà vu David plusieurs fois, il contribue aussi des articles sur le blog en français puis en anglais. Puis aujourd'hui, je l'ai apporté parce que je voulais parler de culture puis de comment reprendre la culture ou avoir un impact dans la culture. Parce que on sait que Jonathan, c'est quelque chose sur lequel il travaille déjà avec les contes de fées qu'il est en train de publier, avec God's Dog, avec aussi les choses qu'il fait en ligne depuis plusieurs années. Puis David travaille sur un magazine pour The Symbolic World aussi. Puis il a aussi commencé à faire des jeux vidéo. Il essaie d'utiliser ça comme vecteur pour parler de symbolisme aux gens. Fait que je vais surtout poser des questions aujourd'hui. Puis pour commencer, j'avais envie de demander à Jonathan d'expliquer un peu c'est qu'est-ce que tu faisais ces temps-ci avec les contes de fées surtout, puis pourquoi tu penses que c'est le bon moment de faire ça. Oui, ben, je m'intéresse au conte de vie depuis longtemps, là. Ceux qui ont vu mon contenu en anglais, c'est que c'est quelque chose que je trouve vraiment fascinant parce que d'une certaine façon, les contes de fées, dans notre monde, c'est la chose dans le monde séculier qui est le plus proche de la Bible, là, qui est le plus proche de le type d'histoire qui est racontée dans la Bible ou qui est racontée dans la hagiographie, dans l'histoire des saints, dans les légendes anciennes et tout. Puis d'un côté, il y a ça. De l'autre côté, il y a aussi les grandes compagnies qui ont géré les contes de fées pour nous depuis un siècle, genre Disney. Ben, ils ont décidé de saccager les contes, là. Ils ont décidé d'intégrer dans les contes des idéologies politiques, puis un but quasiment de propagande qui fait que le conte, il souffre à cause de ça. Puis pour toutes ces raisons-là, j'ai l'impression qu'en fait, il y a une opportunité intéressante pour reprendre ces histoires-là, puis reprendre les histoires en général, compte tenu du fait que comme j'ai dit, les organisations qui géraient nos histoires, ils sont en train de s'échouer, là. Hollywood est en train de crasher. C'est comme ça, Disney, c'est un bon exemple. Ils ont perdu des centaines de millions de dollars juste l'année passée parce que leur film ne réussit plus, tu sais, les gens ne vont plus au parc et tout. Pourquoi Euh, est-ce que... Ah, vas-y, excuse, je pense que t'avais fini. Ouais, ben, dans le fond, c'est ça. Le moment, il est crucial. Puis aussi, il y a aussi une sorte de cynisme dans les histoires qui étaient présents dans le monde postmoderne. Une sorte de méta, tu sais, commentaire sur les histoires où on déconstruisait, on tordait les histoires, on faisait sortir les dynamiques de pouvoir dans l'histoire. Tu sais, on a vu ça dans Shrek, Into the Woods, Wicked, il y en a plein, là. Tu sais, toutes les, aussi Once, la série de Disney, où il y a comme une sorte de nihilisme, là, une approche nihiliste de nihilisme envers les contes de fées. Donc, tout ça, ça fait que j'ai l'impression que l'opportunité pour reprendre les histoires, les raconter avec une sorte de célébration, que c'est le bon moment parce que tu peux pas être cynique infiniment envers quelque chose parce qu'à un moment donné, tu oublies la raison pourquoi c'est important. Et puis pourquoi est-ce que c'est important de reprendre les histoires comme c'est quoi l'impact que tu espères que ça va avoir? Ben, probablement, j'ai l'impression que ça va être comme un. Tu sais, les histoires, pour moi, c'est comme des tuning forks, là, je sais pas comment on dit ça en français, c'est horrible. Diapason? Un diapason. Tu sais, c'est comme un diapason. Ce que ça fait, c'est que ça remet le rythme des choses ou ça aide les gens à enligner leur conscience, leur attention aux bonnes structures. Tu sais, c'est des structures qui sont naturelles en nous, mais à cause de la façon dans le monde dans lequel on vit, souvent, on peut comme les tordre. Puis les contes de fées, ben, ça nous remet dans ce mode-là. Pour les enfants en particulier, tu sais, ça les aide à percevoir des structures de façon symbolique, intérieure, extérieure, l'étranger, l'ami, tu sais, il y a les dangers, les opportunités des structures familiales et tout. C'est vraiment très profond, en fait, ce que les contes de fées font. Puis donc, je pense que de faire ça, ça peut faire cet effet-là. Ça peut aider à rétablir la structure dans l'esprit des gens, tu sais, à un niveau très profond, puis pas nécessairement rationnel, qui est même très intuitif. Um, Fait que c'est pour ça que je pense que c'est le genre d'effet que je pense que ça peut avoir. Aussi parce que les gens ont faim. C'est ça qui est ça le problème. C'est que les gens ont faim de raisonner dans les histoires. Donc, quand ceux qui avaient le pouvoir sur les histoires, ils commencent à flipper, là, puis à faire de la propagande, ben, les gens ont faim, fait qu'ils vont reconnaître quand ils vont voir aussi ces histoires-là réapparaître, ils vont les voir, puis ils vont vouloir les participer dans l'histoire.
C'est quoi l'histoire de comment c'est arrivé ça que les histoires dégénèrent? Parce que je t'avais déjà entendu dire que Disney, quand ils ont commencé à faire des classiques il y a une centaine d'années, euh, c'était un peu déjà une réponse à des gens qui racontaient mal les histoires à ce moment-là. Puis on dirait que comme une centaine d'années plus tard, c'est rendu eux qui ont comme éclaté, là. Mais est-ce que c'est comme un truc, je sais pas, naturel ou comme c'est quoi cette structure-là? Pourquoi ça s'est passé? Ben, c'est ça. La meilleure façon de comprendre ce qui se passe, c'est qu'on est sur des cycles qui s'accélèrent. C'est-à-dire, un cycle comme un cycle de carnaval, on pourrait dire un cycle de centralisation puis de décentralisation. C'est quelque chose qui arrive en général dans le temps, là, sur des grandes périodes de temps, disons des civilisations qui atteignent leur apogée, puis après ça, qui se déconstruisent et tout. La même chose, dans une année, etc. Mais là, on est vraiment sur des cycles qui accélèrent, aussi qui se radicalisent. Donc, ce qu'on est en train de voir en ce moment, c'est une répétition de ce qui est arrivé dans les années 20 du dernier siècle, mais à un niveau beaucoup plus radicalisé, c'est-à-dire à la fois la dégénérescence puis une sorte de glorification de tout ce qui est excès, tout ce qui est marginal, tout ce qui est fluide, tout ce qui est changement, tout ce qui est comme tout ce qui est dans ce monde-là, un peu le monde du carnaval. Euh, Puis c'est ça, c'est-à-dire Disney, c'est eux qui nous avaient sorti en partie de ça dans les années, au début des années 30. Il y avait comme une réaction à la dégénérescence qui était là dans les années 20. Malheureusement, il y a certaines de ces réactions-là qui étaient excessives, là, qui nous ont donné le fascisme. Mais il y a une partie de cette réaction-là qui était raisonnable, là, c'est-à-dire il y avait vraiment un problème au niveau de la culture occidentale qui était une sorte de décadence absolue, là. Euh, D'ailleurs, c'est intéressant parce que Disney a souvent été accusé d'être un sympathisant nazi, là. Parce que, à cause qu'il embrassait des valeurs traditionnelles, des valeurs occidentales, des valeurs européennes et tout. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, on est dans la même situation où on est en danger d'une réaction excessive. On est dans un moment de décadence totale. Fait que j'ai l'impression qu'un rôle qu'on peut jouer, c'est de proposer une solution qui est raisonnable, qui à la fois retourne vers la puissance des contes de fées, mais qui tient en compte aussi du moment de déconstruction, c'est-à-dire dans l'attitude qu'on prend envers les contes de fées, on va avoir une certaine subtilité puis de méta-compréhension qui existe dans le postmodernisme. Puis on va garder ça tout en pointant les structures vers quelque chose de bon, là, puis pas juste vers une sorte d'ironie, hein. Ouais, puis je pense qu'un des éléments en lien avec ça, c'est que ce qui manque surtout, mettons, on va dire, aux contes de fées modernes, c'est ceux qu'on parle depuis tantôt, là, qui sont un peu dans la déchéance, c'est la question justement du retour, dans le sens où est-ce qu'il n'y a pas de reconsolidation, il n'y a pas de on ramène à quelque chose, on ramène à la société, on ramène à une famille ou quoi que ce soit. C'est on éclate, puis il n'y a jamais de retour. Puis Ouais, ça, c'est c'est cette c'est partie-là vraiment qui manque aux jeunes, tu sais. c'est super bon ce que tu dis parce que c'est vraiment une structure d'histoire qui devient extrêmement importante dans les films, dans la culture en ce moment. C'est qu'avant, un film finissait avec le héros puis la fille qui s'embrassent. OK? Ça semble cliché, ça semble ridicule, mais c'est ça la fin d'une histoire. C'est ce retour-là, puis cette union des opposés qui ont été éclatés ou qui ont été désirés dans le film. Mais là, maintenant, plein de films extrêmement populaires, des films qui agissent au niveau là, pas des films élites ou dans la culture de l'élite, mais c'est les films de Disney, les films de Marvel et tout, que ça finit avec séparation des sexes. Le dernier film des Gardiens de la Galaxie, par exemple, là, c'était ça. Ça finit. Ah, le gars et la fille, ils se retrouvent pas ensemble. Le gars, il faut qu'il aille figure out son affaire. Puis la fille, il faut qu'elle aille figure out son affaire. Puis là, ils s'en vont chacun dans leur coin pour travailler sur eux-mêmes. C'est comme. Il y a plein d'histoires qui finissent comme ça en ce moment. C'est hallucinant, là. C'est vraiment dangereux, là. C'est comme si on avait peur, en fait, de donner une fin aux histoires. C'est comme si inconsciemment, les gens qui écrivent ça, tu sais, mettons, pour reprendre des termes de Tolkien, là, tu sais, le catastrophe, où est-ce que c'est à la fin que toutes les choses se révèlent, puis ils se placent entre eux et tout. Tu sais, spoiler, l'apocalypse. Bon, ben, c'est comme si on avait peur de le faire. Tu sais, on veut pas aller jusque-là. Fait qu'on arrête avant. On arrête avant. Quand c'est Mais encore le c'est aussi chaos, puis parce qu'il n'y a qu'ils rien qui est croient correct. pas. Ouais. Ils croient pas à l'unité du ciel et de la terre. Dans le fond, c'est tout. Ces histoires-là sont dans un profond nihilisme, puis dans un profond désir de guerre culturelle, dans un profond. Toutes ces choses-là. Puis, c'est pas vrai, d'ailleurs, honnêtement, c'est pas vrai que ça peut pas finir avec l'union.
disons, un baiser ou un mariage ou une union, mais il faut que ça soit exception. Il faut que ça soit un couple gay, il faut que ça soit quelque chose Adultère ou d'exceptionnel. sinon, l'adultère aussi. Oui, c'est ça. C'est la seule façon qu'on peut arriver à la fin d'avoir comme une sorte d'union des opposés, mais pas l'idée normale du mariage, comme la fin d'une comédie de Shakespeare, là, où ça finit avec un mariage. Puis quand tu dis, Jonathan, que tu veux aller quand même chercher, disons, exploiter un des trucs du postmodernisme, ça, est-ce que tu vois ça quand même comme quelque chose de positif qui était apporté par cette époque-là? Tu sais, il y avait sûrement des problèmes que tu vois, ben, à l'époque moderne, on en a déjà parlé, mais c'est même dans les mythes, disons, modernistes, qui ont été quand même défaits dans la dernière centaine d'années. Est-ce que ça va être quelque chose de nouveau, ce qui va pouvoir se faire aujourd'hui après Oui, cette je pense que cycle? oui, là. Je pense qu'il y a quand même quelque chose de nouveau qui est possible, qui est cette sorte de conscience de l'histoire. Tu sais, parce que c'est ça, souvent, le postmodernisme, c'est comme une sorte de capacité d'être conscient de l'histoire. Là. Tu sais, tu penses à des personnages dans Borges, par exemple, tu sais, qui se reconnaissent comme personnages. Ça, c'est vraiment le genre de cliché postmoderne. Là. C'est comme tu sais, des personnages qui savent qu'ils sont des personnages dans une histoire puis qui sont conscients de l'aspect narratif de l'histoire. Tu sais, l'idée de breaking the fourth wall là, tu sais, dans le cinéma et tout, là, comme un geste postmoderne de conscience de la narration. Euh, mais ça, c'est pas nécessairement mauvais parce que ça fait partie de l'histoire. Ça fait partie, par exemple, dans les pièces de Shakespeare, il y a cette structure-là. Fait que tu vas trouver dans les pièces de Shakespeare des pièces de théâtre dans la pièce de théâtre qui sont comme un genre de microcosme de l'histoire en général et qui nous amènent à être conscients, un peu les personnages à être conscients de l'histoire dans laquelle ils sont. Quand tu penses à Hamlet, par exemple, à la fin d'Hamlet, qui fait une pièce de théâtre où il met en scène la situation entre sa mère puis le frère de son père, puis que là, c'est comme s'il crée une espèce de métacognition qui fait déferler l'histoire. Ça, c'est vraiment des gestes postmodernes. Fait que c'est possible de réintégrer ce genre de gestes narratifs-là dans les choses qu'on fait. Euh, Puis c'est important parce que, tu sais, on pourrait dire aussi qu'une chose qui est arrivée dans le contexte des contes de fées, c'est qu'il y a eu comme un geste puritain au 19e siècle où on a voulu enlever tout ce qui était sexuel, tout ce qui était euh, sombre, tout ce qui était violent des contes de fées. Puis on en a fait des petites histoires morales, là, des petites histoires moralisantes, mais c'est pas ça des contes de fées. Fait que la réaction Shrek, un peu cynique, un peu sombre à ce geste puritain-là, il est raisonnable. On peut le comprendre parce que dans les contes de fées, il y a ces choses-là. Fait que comment ramener comme à certains de ces aspects-là qui sont plus sombres dans le conte de fées, sans non plus devenir obsédé puis sans devenir focusé sur ça, mais plutôt l'avoir comme quelque chose qui fait partie de l'histoire. Là. Fait que tout ça, je pense, ça nous ouvre des possibilités de façon de raconter l'histoire qui sont à la fois très anciennes, mais qui sont aussi, ils vont être surprenantes et nouvelles en même temps. Puis je pense que une des manières qu'on pourrait faire pour justement ramener ce côté sombre-là aussi, ça revient à ce qu'on disait tantôt, c'est d'aller jusqu'au bout. Tu sais, c'est-à-dire que, mettons, euh, Chesterton, pour ceux qui le connaissent, là, tu sais, Chesterton donnait une définition justement des contes de fées où est-ce qu'il disait que les contes de fées, c'est pas quelque chose qui donne nécessairement à l'enfant, tu sais, parce que pour lui, c'était raconter les enfants. L'idée, mettons, du croque-mitaine ou de la mort ou du sombre ou quoi que ce soit. Ce que ça donne, le conte de fées aux enfants aussi, c'est sa première idée, puis là, je cite, là, sa première idée claire possible de la défaite du croque-mitaine. Tu sais, Hmm. c'est que oui, il y a du sombre, puis comme il dit, tu sais, les enfants, ils savent qu'il y a du sombre. Là. Ils pleurent la nuit parce qu'ils se réveillent puis il n'y a personne autour. Ils imaginent des monstres, ils ont des cauchemars. Les enfants n'ont pas besoin qu'on leur raconte que la noirceur, ça existe. Tu sais. Ce que le conte de fées permet de faire, c'est d'intégrer ça dans une expérience, puis d'aller jusqu'au bout de dire, il y a quelque chose qui peut aussi vaincre cette noirceur-là. Tu sais. Hmm. Ouais, c'est une bonne idée parce que quand tu sais, c'est le problème du safe space, là, tu sais, c'est-à-dire quand tu essaies d'isoler les gens de ce qui est sombre puis ce qui est dangereux dans le monde, mais ce que tu fais, c'est que la sensibilité au sombre puis au dangereux, elle va continuer d'exister dans la personne. Elle va juste être appliquée à des choses qui ne sont pas vraiment dangereuses. Tu sais, c'est-à-dire, on a besoin, c'est horrible de dire ça, mais tu sais, d'une certaine façon, on a besoin d'être traumatisé dans la vie. Tu sais, fait que là, si tu n'es pas traumatisé, tu vas trouver un traumatisme, mais le traumatisme, c'est que tu n'as pas eu tes souliers pour Noël que tu voulais. Là. Puis là, ça va être le truc qui va t'amener en
en consultation avec un psychologue là, parce que t'es traumatisé, que tu n'as pas eu les choses que tu voulais. Tu sais, on le voit là, avec des enfants qui sont un peu fragiles. Tu sais, ils sont quand même traumatisés, les enfants fragiles. C'est juste qu'ils sont traumatisés par des choses qui, pour d'autres, tu sais, dans un monde un peu plus équilibré, on ne trouverait pas que c'est traumatisant. Exact, parce qu'au final, tu sais, si on raconte pas ces histoires-là, c'est on peut pas ne pas en fait raconter ces histoires-là. Dans le sens où est-ce que ils vont se raconter d'une autre manière, ou ils vont être vécus d'une autre manière, Ouais, mais c'est sûr qu'ils vont être là. Tu sais. ouais. Mais je trouve que c'est vraiment, en tout cas, moi, je suis excité par rapport à cette possibilité-là. Tu sais, j'ai développé un peu une façon de penser aussi récemment ce que j'appelais euh, une histoire, de raconter l'histoire apocalyptique. Puis la façon que j'y pensais, c'était. euh, j'ai vu le dernier film de Spider-Man, c'était Spider-Verse, non, pas Spider-Verse, c'était celui Coming Back Home. Je sais pas, c'est tout Home, là. Le dernier film le gros film de Marvel avec Spider-Man, c'était super intéressant ce qu'ils ont fait avec l'idée de capacité de créer des connexions entre les différentes histoires, parce que il y a différentes versions de Spider-Man qui viennent de différentes franchises hein, de films. Puis là, ils ont mis dans le même film, puis ils ont créé une situation où chaque personnage aidait l'autre à régler son problème, aidait l'autre à comme guérir sa douleur ou guérir la chose qui lui manquait. Puis là, fait que dans le fond, ce qui utilisait le concept du Easter egg, c'est-à-dire la surprise de reconnaître une référence qui est utilisée beaucoup dans la façon de raconter postmoderne. Mais souvent, c'est un peu vide. C'est-à-dire, OK, oui, je reconnais la référence, là, je me sens inside, j'ai l'impression que je fais partie d'un club spécial. Mais eux, ils l'ont utilisé de façon à faire avancer l'histoire puis à régler des problèmes narratifs qui restaient des anciennes itérations. Je trouvais ça super intéressant. J'ai trouvé que c'est vraiment une stratégie fascinante. Puis c'est ça que j'essaie d'amener dans les contes de fées. C'est-à-dire, les contes de fées sont sur des modes de répétition de thèmes. Fait que disons, tu as Blanche-Neige qui s'endort, puis tu as la Belle au bois dormant qui s'endort. Fait que, est-ce qu'on peut les utiliser comme un genre de Easter egg qui te rappelle l'autre, mais qui aide à comprendre c'est quoi la fonction de l'autre? Fait que plus que tu as une sorte de répétition puis reconnaissance de référence, plus que tu t'approfondis l'histoire, tu sais. Fait que c'est vraiment, moi j'ai l'impression que c'est des possibilités qui s'ouvrent à nous qui sont vraiment intéressantes, là, d'utiliser la surprise comme révélation plutôt que juste comme inside joke. Ouais, comme tu dis, ça peut ressembler à la Bible un peu, là, où il y a souvent des structures qui sont similaires, mais qui sont explorées de façon différente pour que tu allumes sur le pattern en tant que tel. Euh, Cool. Fait que ce côté conte de fées, puis je serais curieux d'entendre nous aussi un peu David parler des projets sur lesquels il travaille. Fait que un truc que j'avais mentionné très brièvement, c'était l'idée de faire un magazine avec plein d'auteurs du blog. Fait que David, pourrais-tu expliquer un peu c'était quoi la motivation? Vous étiez, je pense, deux, Ouais. trois en fait, à avoir eu l'idée à peu près en Mhm. même temps, mais tu étais une de ces personnes-là. Ouais, dans le fond, notre objectif au début, c'est que on voyait qu'il y avait beaucoup d'engouement pour, mettons, le blog, les vidéos à Jonathan, tout ça. Puis on trouvait que ce serait bien qu'il y ait quelque chose de un peu plus soutenu thématiquement, tu sais, qui viendrait comme tout pointer les gens dans la même direction et tout. Puis une des choses qui s'est imposée très rapidement, c'est qu'on voulait qu'il y ait l'aspect participatif. Et donc, on a fait que ce journal-là, ce magazine-là, quand il va être produit, il va être en copie physique, justement pour qu'on puisse le lire tu sais, dans nos mains, le lire à d'autres gens, mais aussi le donner à d'autres gens, tu sais, se l'échanger, puis etc., amener une boîte à sa paroisse ou peu importe. Là. Mais l'objectif, c'est qu'on voulait quelque chose de physique. Fait qu'on a ramassé un paquet de contributeurs du blog, on a ramassé des gens de l'extérieur comme Father Stephen DeYoung de Lower Spirits, ainsi de suite. On a des artistes internationaux avec qui on a fait des entrevues comme Aiden Hart, quelqu'un, j'imagine, Jonathan, tu connais, vu qu'il Oui, je fait l'ai eu des... sur mon poste plusieurs fois. Hein. Mhm. Donc, dans le fond, l'objectif avec tout ça, c'était faire un genre de journal, un truc qui allait être thématiquement uni, puis qu'on allait pouvoir partager physiquement l'un envers l'autre. C'était ça l'objectif initial. Et c'est quelque Et chose c'est qui. super le fun de voir, tu sais, moi, j'étais vraiment excité de voir des gens, disons, qui sont là dans la communauté, tu sais, on pourrait appeler ça une sorte de communauté du monde symbolique, qui ont comme l'initiative, le désir de faire avancer la pensée symbolique dans, tu sais, contenu surtout dans le monde chrétien, puis en particulier dans le monde orthodoxe. Euh, Puis, tu sais, ça va être super beau. Là, tu sais, là
au début, on avançait doucement, on était comme OK, on fait ci comme ça, comme ça. Puis là, finalement, probablement que Heather Pollington, qui est la directrice artistique pour le Symbolic World, elle va être impliquée aussi pour aider un peu à rendre ça là, le plus professionnel possible, là. Ce qu'on va finir avec, ça va être vraiment une revue là, qui va avoir de l'air de quelque chose que tu pourrais acheter. Ouais, ouais, absolument. Même au niveau matériel, au niveau du papier et tout, ça va être le plus haute qualité, puis etc., etc. Puis un des gros avantages aussi, c'est que vu qu'on est tous des contributeurs volontaires, ça va drastiquement réduire aussi le coût du magazine. Fait que pour le prix, les gens vont avoir quelque chose de vraiment haute Exceptionnel, qualité, ouais, là, tu c'est sais. ça. Ouais, c'est difficile aujourd'hui parce qu'on est comme un peu on est dans un monde où les publications, ils faillent, là. Tu sais, c'est dur de faire ça. Fait que là, on a la chance d'avoir des gens aussi qui sont prêts à mettre leur temps et leur énergie sans s'attendre à, je sais pas moi, les salades de National Geographic ou quoi que ce soit. Tu sais, les gens, ils sont volontaires, là, ils font ça dans leur temps, dans leur temps vide. Puis, mais tu sais, c'est sûr que moi, j'ai secrètement l'espoir qu'on pourrait en faire quelque chose qui serait lucratif puis qu'on puisse payer les gens qui vont participer. Tu sais, on va voir, on va le faire, puis on va voir comment ça va aller. Puis après ça serait cool qu'on en ait, qu'on puisse en faire, tu sais, biannuel ou quelque chose comme ça, puis que les gens puissent être payés pour leur effort, là. Ça serait, ouais, ça serait pour moi un super bon signe là, de voir les choses atterrir puis de générer aussi un retour, là. Ça serait génial. Exact. Puis, tu sais, attendez-vous de le voir probablement début 2024. On n'a pas de date encore exacte, là, mais l'objectif, c'est que le premier, c'est sûr qu'il va avoir été beaucoup plus long à faire à cause du fait tout, savoir comment qu'on fonctionnait, c'était quoi le design, etc., etc. Mais à partir de là, les autres, ça va être beaucoup mieux. Puis, en termes de contenu, l'objectif, c'est d'offrir aux gens quelque chose qui est pas sur le blog. Tu sais, on reprend pas des articles qui ont déjà été faits, quoi que ce soit. C'est tout du contenu original. C'est du contenu qui, idéalement, supporte tout un seul thème. Euh, pour le premier, dans le fond, ça va être la genèse, ben, notamment parce que c'est le premier, c'est la création du journal. Puis pour les autres, après, on va voir les autres thèmes qu'on va aller chercher. Tout ça, ça part tu sais, du bloc, là. Je pense, ou disons, peut-être, je dirais en général, du côté plus intellectuel, là. Ça me rappelle un peu que c'est passé de ton côté, Jonathan, aussi. C'est une des raisons pourquoi c'est possible de fonctionner présentement avec des bénévoles là, pour ça, là, où il y a comme plein de gens qui sont arrivés pour des raisons intellectuelles au symbolisme, au christianisme. Puis là, il y a comme plein de gens qui sont curieux de voir comment ils peuvent essayer de répandre ça dans la culture d'une certaine façon. Là, toi, Jonathan, tu fais ça avec l'art. Puis d'autres personnes, là, dans le magazine, il y a des gens qui font les deux, là. Il y a des gens qui vont juste écrire des articles plus intellectuels comme moi, mais il y a aussi des gens qui vont faire de l'art. Mais c'est ça, il y a comme un défi, je pense, présentement, pour beaucoup de personnes qui ont comme congloméré autour de toi et de ton frère, Jonathan. Puis là, ils cherchent une façon Ouais. de faire quelque chose dans le monde avec ça, parce qu'on peut pas juste comme continuer à faire des vidéos tout le temps sur les mêmes thèmes, là. À un moment donné, c'est comme des idées sont rendues quand même claires, là. Fait que comment est-ce qu'on peut faire descendre ça dans le monde? Oui, puis aussi, tu sais, il faut mentionner pour ceux qui regardent, là, c'est important de le savoir, c'est que Jean-Philippe, qui ne l'a pas dit jusqu'à maintenant, là, il semblerait, mais Jean-Philippe a aussi publié un livre avec Symbolic World Press. Tu sais, on a commencé la presse pour les contes de fées, mais on va l'utiliser pour faire d'autres choses. Fait que, tu sais, on a deux personnes à temps plein qui travaillent juste pour Symbolic World Press. J'ai une personne aussi qui aide, il y a plusieurs personnes qui aident des artistes et tout. Euh, puis on a plusieurs projets de livres. Puis un des projets qui s'en vient bientôt, c'est Jean-Philippe a écrit un livre sur la métaphysique, le symbolisme. Puis on va aussi faire un cours sur le site de Symbolic World. Fait que toi aussi, tu participes à changer la culture de la pensée. Fait que peut-être toi aussi, tu devrais nous dire un peu c'est quoi le but, là? Pourquoi tu as écrit un livre sur ça en ce moment? Ouais, ben moi, c'est sûr, c'est plus de nature comme intellectuelle, là. Il n'y a pas vraiment d'art attaché à ça. Mais je vois clairement qu'il y a beaucoup de gens euh, avec un background similaire au mien qui se posent des questions similaires. Puis, tu sais, il a fallu que je fasse beaucoup d'études pour répondre aux questions que j'avais. Puis, ultimement, c'est des questions. Je sais pas pourquoi il n'y a pas plus de gens qui capotent explicitement, là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est implicite, mais c'est après une éducation scientifique assez classique, là, je sais pas, tu fais tes sciences naturelles au cégep, tu fais un bac dans un domaine assez scientifique. À la fin de tout ça, tu sais, je voyais des gens, puis je voyais juste des particules. Tu sais, on est juste un tas de particules qui suivent des lois, puis dans un monde comme ça, pourquoi est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu fais? Fait que, tu sais, j'ai décidé à ce moment-là de faire une maîtrise en philo, puis après, à travers ça, j'ai entendu parler de tes travaux, Jonathan, on est devenus amis, j'ai entendu parler de John, Vervaeke, j'ai parlé, on est devenus amis. Puis là, j'ai eu des discussions pendant des années. Puis ça a été long, je trouve, avant de vraiment converger vers quelque chose de bien pour répondre à mes questions. Mais au final, ça n'aurait pas dû être si long que ça, là. Je me suis tout le temps dit que, tu sais, un livre de 20-30 000 mots devrait faire la job, là. C'est pas si compliqué que ça. Fait que, tu sais, j'ai fait surtout des trucs en ligne avec toi, avec John.
pour essayer de répondre à ça. Puis, c'est le genre de truc qui m'aurait sauvé des années, là. Je sais pas qu'est-ce que Ouais, si tu avais pu avoir un livre comme ça t'aurait sauvé beaucoup de souffrance. moi, j'aurais gagné vraiment beaucoup d'années. Là. J'aurais pas eu des cauchemars de zombies pendant un an, pendant ma début. Il y a plein de choses qui auraient été différentes. Euh, Puis là, ce que j'ai essayé de faire, c'est de prendre le meilleur des trucs que j'ai produits pour répondre à la crise de sens, puis les assembler dans un livre cohérent. Puis il a fallu que je retravaille des trucs, etc. Puis il y a plein de gens qui ont pu me donner des commentaires déjà, dont David qui a lu ça chapitre par chapitre en français. Euh, Fait que, tu sais, le but, c'est que des gens avec une éducation, surtout pour des gens avec une éducation scientifique, là, d'autres personnes n'auront pas exactement les problèmes de la même façon que moi je les ai, puis je les traite. Tu sais, ultimement, je pense que n'importe qui d'intéressé va être capable de comprendre. Là. Comme j'ai dit, je pense pas que c'est si compliqué que ça. Là. C'est juste que ça prend quelqu'un qui connecte tous les arguments ensemble. Mais ce que je voudrais, c'est que des gens qui cherchent une solution à la crise de sens, des gens qui ne comprennent pas trop pourquoi on est dans un malaise, surtout après une éducation scientifique, puissent lire le livre puis comprendre rapidement qu'il y a une façon de s'en sortir. Euh, que, tu sais, ultimement, ça va passer par la participation, probablement dans la liturgie chrétienne. J'explique que, à mon avis, c'est la meilleure solution. Euh, Puis, ça, j'espère que ça va sauver bien des années à bien du monde. Je pense qu'il y a, tu sais, la crise de sens, on en a parlé souvent, c'est un problème qui touche beaucoup de personnes. Puis moi, je prends l'angle spécifique euh, de répondre aux gens qui sentent le problème de façon plus métaphysique, là, tu sais, qui ont réfléchi ou donc, qui voient le monde de façon scientifique puis qui ne voient pas comment il pourrait avoir de la valeur dans un monde comme ça. Ouais, c'est Puis, ça. fait que c'est quelque chose de, pour l'instant, beaucoup plus intellectuel que disons, les productions artistiques ou moitié artistique, moitié intellectuelle qu'on voit dans le livre le magazine sur lequel David Ouais. travaille, par exemple. Mais ça, je pense qu'il y a quand même un public qui va être intéressé par ça. Et là, ce qu'on veut entendre, c'est parler des jeux vidéo parce que on veut savoir comment tu vas sauver les jeux vidéo, David. Sauver, je sais pas, mais au moins on va s'y attaquer. J'aimerais juste aussi peut-être préciser quelque chose par rapport à ça, parce que ça peut sembler un peu saugrenu presque, là, dans le sens où est-ce qu'on est habitué à, ah oui, christianisme, c'est des icônes, des chants, des poèmes. Mais là, quand on parle de jeux vidéo, on se pose la question, c'est-tu pertinent d'aller de ce côté-là? Est-ce que les jeux vidéo, c'est juste de l'entertainment, etc., etc.? Puis tu sais, moi, un de mes arguments principaux par rapport à ça, c'est que si on s'intéresse pas, disons, à certains éléments de la culture, ben, il y a quelqu'un d'autre qui va s'en intéresser. Puis ce que je veux dire par là, c'est que à chaque année, mettons, les jeux vidéo font plus de profit que tous les films mondiaux, incluant Hmm. Hollywood, tout ça. Ouais. Euh, Pourtant, on parle beaucoup plus d'Hollywood qu'on va parler, mettons, des jeux vidéo. Ça, c'est connu, là. Tu sais, la plupart des foyers, les gens ont des jeux vidéo, que ce soit sur leur téléphone, sur leur ordinateur, une console, Mhm. peu importe. Tu sais, c'est quelque chose qui est omniprésent, mais personne n'en parle. Fait que je pense que c'est comme quelque chose qui est important de s'interroger. Puis je ne mentirais pas qu'il y a une grosse réflexion que je fais un peu dans le même genre, justement, que Jean-Philippe parlait, que ça avait pris des années à réfléchir à tous ces enjeux-là. Je suis pas encore 100% convaincu, mettons, de la pertinence justement des jeux vidéo tu sais, pour la culture moderne ou chrétienne, etc. Mais je pense que si on s'interroge pas et qu'on n'essaye pas, ben, c'est les autres qui vont s'y intéresser puis qui vont s'essayer, tu sais. Mhm. Puis quand je dis les autres, je veux pas nécessairement dire des ennemis ou quoi que ce soit, je veux juste dire que c'est un fait, là. Si les chrétiens font pas de contenu symbolique chrétien dans les jeux vidéo, ben ça va être nécessairement des non-chrétiens, non symboliques qui vont le faire, tu sais. Ouais. C'est une super. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que euh, il y a vraiment un manque là, dans le monde des jeux vidéo, c'est-à-dire que d'un côté, il y a une capacité technique vraiment incroyable, une capacité aussi de créer des situations puis des dynamiques de jeu qui sont vraiment incroyables, mais ce qui manque, honnêtement, c'est des bonnes histoires. C'est hallucinant de voir des jeux vidéo qui font des centaines de millions de dollars qui ont vraiment des histoires médiocres, des caractérisations médiocres, ils n'ont pas du tout réussi à intégrer des structures puissantes d'histoire dans le jeu, soit que l'histoire est juste taquée sur le jeu. Il y a comme, il y a pas vraiment d'intégration entre la structure de jeu et l'histoire, ou bien c'est juste mauvais, ou bien c'est juste mauvais. Il y a quelques exceptions où, euh, par exemple, il y a certains jeux qui ont réussi à créer des structures
comment je peux dire, les structures d'un monde qui est assez complet, qui fait que les histoires peuvent être intéressantes puis intégrées parce que la structure du monde est intéressante. Là. Les jeux de, comment ça s'appelle, Elder Scrolls, là, Skyrim et tout ça, c'est assez Ah, des gros intéressant. univers, hein. Oui, c'est assez intéressant parce que le monde il est cohérent. C'est comme un monde de Donjons Dragons un peu, là, qui a comme une sorte de cohérence. Mais sinon, c'est vrai que les structures symboliques dans les jeux vidéo, c'est quelque chose qui devrait être assez évident. Mathieu, quand on était plus jeune, il était plus dans les jeux vidéo. Moi, un peu plus récemment, j'ai un peu plus d'intérêt pour ça. Mais lui, il disait que déjà dans certains jeux, comme par exemple Zelda et tout, il y avait vraiment des structures incroyables de Ouais, symboliques là, qui absolument. étaient intégrées. Puis, tu sais, pour revenir à ce que tu disais tantôt, c'est que quand on pense, mettons, au narratif des jeux vidéo, on s'arrête toujours à, on va dire, les dialogues, la picture, tu sais, le big picture de, OK, il y a des personnages, tout ça. Mais comme tu mentionnes, puis j'encourage tous les gens à aller écouter ton vidéo que tu avais faite sur, tu sais, Donkey Kong puis Mario, là, sur ton channel en anglais, là, mais c'est que le jeu lui-même, les mécaniques du jeu lui-même sont porteuses d'une histoire. Tu sais, Mm. si pendant tout ton jeu, tu es en train de, tu sais, de monter à quelque part, puis que justement, il y a une figure animale versus une figure humaine, puis etc., etc., oui, l'histoire est très simple. Tu sais, c'est un gros gorille qui enlève une femme, puis il faut que tu essaies d'aller la sauver. Mais le principe du jeu, les mécaniques du jeu parlent. Tu sais, ils disent une histoire en soi. Puis ça, c'est quelque chose de très important. Puis c'est quelque chose qui n'est pas assez abordé, justement. Quand on parle des histoires de jeux vidéo, on s'arrête toujours juste au dialogue et aux personnages. Mais il y a plus que ça. Tu sais, c'est comme en cinématographie, l'aspect narratif d'un film ne s'épuise pas dans les dialogues. Il y a des films qui n'ont pas de dialogue, puis ont quand même du narratif. Fait que c'est un peu la même chose pour les jeux vidéo, tu sais. Puis pour revenir à quelque chose que tu disais vraiment plus tôt, par rapport au conte de fées, je pense que c'est un peu la même chose avec les jeux vidéo, que les gens, ils en veulent plus, puis ils veulent des trucs plus profonds, dans le sens où est-ce que, tu sais, on peut aller regarder, mettons, un jeu comme Dark Souls, qui est comme une grosse franchise, là, qui est bien connue et tout. Si on va sur YouTube, il y a des gens qui font littéralement une carrière de juste lire Commenter. Ouais. les textes qu'il y a dans le jeu, puis de dire ce personnage-là, il apparaît dans telle autre histoire, puis il a tué lui, puis en réalité, c'est pas lui, c'est lui, puis etc. Puis qui font tous les liens, puis ils ont des millions de views. Hum. Parce que les gens sont intéressés, c'est leur nouveau conte de fées, les jeux vidéo, là. Tu sais, c'est des univers avec une histoire, puis des personnages, puis etc. Tu sais. Ouais, mais c'est intéressant parce qu'en fait, comment ça s'appelle, Dark Souls, c'est un bon exemple d'une franchise qui, en fait, ils rendent ça difficile. C'est super intéressant. Ils rendent ça vraiment difficile d'accéder à l'histoire. Ils en font comme une sorte de trésor, tu sais, ils te la donnent pas. Tu sais, il y a d'autres jeux vidéo qui vont faire des cutscenes constamment, là, tu sais, où tu as comme une histoire dans le fond, puis là, tu suis l'histoire, puis là, toi, tu joues, mais après ça, il y a un cutscene qui te donne l'histoire. Tandis que dans ces jeux-là, là, c'est hallucinant, là, l'histoire est cachée. Tu sais, tu comprends même pas, des fois, tu rencontres un personnage, je sais pas quoi, puis tu sais même pas qu'est-ce qui se passe, là, tu sais pas c'est qui. Il Exact. faudrait que tu passes un effort, puis là, tu vas sur YouTube, puis là, tu essaies de trouver c'est qui, là. Fait que ça crée comme un niveau d'engagement puis de valeur, tu sais, qui est intéressant. Puis ça, c'est sûr que de penser à des jeux vidéo de cette façon-là, ça peut être contre-intuitif pour des gens qui sont habitués à Hollywood, puis les films d'enfants d'Hollywood, puis un peu le marketing, là, tu sais, de dire il faut que tu donnes aux gens quelque chose d'évident, puis qui est facile, tu peux le comprendre en 2 secondes, tu sais, tu l'attrapes, puis tu l'as. Mais la réalité, c'est que la rareté, c'est dans ce monde-là, l'idée de rareté puis l'idée de quelque chose de difficile devient encore plus, peut-être possiblement encore plus précieux parce que c'est même difficile d'avoir accès à ça, là. C'est dur Ouais. d'avoir trouvé quelque chose qui est comme secret puis qui est difficile à accéder puis qui demande des efforts. Hmm. Ouais, c'est sûr. Puis l'aspect des efforts que tu mentionnes, il est vraiment important parce que c'est une des particularités des jeux vidéo. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi est-ce que moi je m'y intéresse, si on veut, d'un point de vue artistique, c'est que contrairement, mettons, aux films ou aux livres, il y a un aspect participatif dans les jeux vidéo qu'on retrouve pas justement dans certains des autres formes de médias. Je suis pas en train de dire que c'est équivalent là, à la liturgie ou quoi que ce soit, là, mais il y a quand même l'aspect participatif. Tu sais, participer, le jeu lui-même, tu sais, physiquement, on fait quelque chose pour jouer Ouais, au jeu. Le jeu, il ne joue pas tout seul. Après ça, il y a participer dans des communautés, participer des fois même à l'intérieur du jeu avec des trucs multijoueurs, etc., etc. Tu sais, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte.
Puis un des éléments que j'avais beaucoup aimé de John Vervaeke, qui avait parlé brièvement à un moment donné des jeux vidéo, il disait que psychologiquement, ce à quoi ça ressemblait le plus à un jeu vidéo, c'est un rêve. Dans le sens où est-ce que dans un jeu vidéo, comme dans un rêve, tu peux expérimenter de manière participative avec un environnement qui est imaginatif, mais il n'y a pas de conséquences réelles. Oui. Tu meurs pas si tu meurs dans le jeu, tu meurs pas dans la vraie vie. Même chose dans ton rêve. Puis il y a cet aspect-là aussi que je pense qui est vraiment intéressant parce que du point de vue artistique, les rêves, il y a beaucoup à dire. En tout cas. Puis Oui, je suis pas en oui, train de dire oui. non plus. C'est complexe de faire des jeux vidéo. Puis on a sorti un jeu vidéo pour l'Halloween de cette année. Ça s'appelle Adjusting Descent. Puis c'est l'histoire d'un un fou du roi qui est mandaté par son roi pour accomplir une tâche que personne d'autre veut faire à la cour. OK. Vous comprendrez, pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, de Comment où est-ce ça que ça s'en va. s'appelle? Adjusting Descent? Ouais, Adjusting Descent pour Adjusting Jester. Descent. Ah, oui, oui, oui. Puis, tu sais, c'est pas le meilleur jeu que vous avez joué de votre vie, mais le but, Ouais. c'est que, tu sais, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Notre but, c'est de continuer d'aller dans cette direction-là de plus en plus. Début de l'année prochaine, on va sortir un autre jeu. Ça va être où est-ce qu'on joue un cyborg qui se bat contre un AI qui veut détruire l'humanité. Je dis ça comme ça. C'est pour ceux qui ont des oreilles, entendez. Puis après ça, on va s'en aller justement de plus en plus vers des trucs narratifs. Tu sais, notre objectif, c'est d'y aller petit par petit parce que c'est quelque chose qui n'a pas nécessairement été fait. C'est pas quelque chose non plus qui est. Tu sais, on ne peut pas trouver là, un guide sur Internet comment faire des jeux symboliques Oui, c'est ça. chrétiens. Ça n'existe pas. Puis là, votre jeu, c'est un genre de jeu un peu Nintendo, là. Ouais, exact, c'est ça. Pour l'instant, c'est des jeux un peu plus rétro. Le temps qu'on se fasse la patte. Le jeu là qu'on a sorti, il est sur ordinateur. Le prochain qu'on va sortir, il va être sur ordinateur et sur Nintendo. Littéralement, ça va être sur cassette du NES, une cassette de Nintendo. Ça, c'est OK. notre petit côté geek là, qui embarque, là. Mais Ouais. le prochain jeu il va être aussi en cassette sur Nintendo. Mais l'objectif, c'est que, tu sais, à force d'en faire, on va devenir meilleur, on va pouvoir prendre des projets plus gros narrativement et tout. Puis je pense que tu sais, comme je dis, je suis pas un Mozart des jeux vidéo, mais je pense que c'est quelque chose d'important pour ramener toute la conversation qu'on a parlé jusqu'à date, de ne pas avoir peur non plus, là. Dans le sens, j'aurais pu juste dire, ben, je suis pas assez bon, fait que j'en ferai pas, puis je vais attendre que quelqu'un d'autre le fasse. Mais je pense qu'on n'a pas ce luxe-là à notre époque de juste dire, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire. Parce que ce sera Mhm. peut-être pas la personne qu'on veut qu'il le fasse. Puis je pense que c'est un peu pour ça aussi, Jonathan, où est-ce que tu prends en charge tu sais, les contes de fées, puis que tu en fais toi-même et tout. Tu sais, je sais que tu as un intérêt pour ça, mais je pense aussi qu'il doit y avoir un aspect de ben, je veux le faire. Puis ça prend quelqu'un qui le fait, puis etc. Oui, c'est ça, c'est de dire, mais je pense que tu l'as bien dit, c'est-à-dire, on pense qu'on ne peut pas être la personne qui le fait, pourquoi pas? Tu sais, on a l'impression que c'est quelque chose qui arrive à l'extérieur de nous, puis que, tu sais, c'est aussi parce que, honnêtement, tu sais, depuis 50 ans ou 60 ans ou même plus, tu sais, depuis peut-être possiblement le début du 20e siècle, on a l'impression que les christianistes sont en marge de la culture, tu sais, qu'on n'a pas vraiment on ne tient pas les rênes, ou on ne tient pas des choses puissantes au niveau de la transformation de la culture. Mais je pense qu'on est à un point où c'est pas vrai. Tu sais, je pense qu'on est à un point où, au contraire, on a des clés d'histoire, on a des clés de structure, de narrative qui, tu sais, qui peuvent vraiment transformer les choses, puis qui peuvent surprendre les gens. Fait que, surtout si on tombe pas dans un moralisme facile ou dans une sorte de propagande ou tu sais, c'est ça le problème souvent avec l'art chrétien qu'il y a eu dans le dernier siècle, là, c'est que souvent, c'est plus au niveau de la propagande. Mais si au contraire, on utilise des histoires vraiment profondes, on peut changer les choses. Puis ça, tu sais, on le sait, de toute façon, on a tout un peu Tolkien puis C.S. Lewis comme exemple, tu sais, dans le 20e siècle. Mais c'est ça, je pense qu'il y a beaucoup de possibilités qui s'ouvrent là, dans cette direction-là. Oui, puis même si on regarde tu sais, la question d'engager la culture aussi, tu sais, il y a des gens qui ont une espèce d'a priori, on va dire, puritain, c'est de dire tout ce qui est dans la culture moderne, c'est sûr que c'est pas bon, moi j'engage à rien, je touche pas aux films, je touche pas aux livres, je touche pas aux comic books, je touche pas aux jeux, je touche Oui. à rien. Mais je pense qu'il y a quelque chose de dangereux par rapport à ça. Premièrement, spirituellement, je pense qu'il y a quelque chose de dangereux aussi de s'opposer à littéralement tout, là, si t'es pas un moine en tout cas. Mais plus que ça, mettons, si on regarde les premiers des auteurs importants par rapport à ça, comme Saint Justin Martyr dans son Apologie au deuxième siècle ou Saint Basile dans son discours sur l'utilité des textes païens puis profanes. Les Mhm. deux disent à peu près la même chose. Ils disent
c'est des pères d'église qui vivaient dans un monde très païen, là, on s'entend. Là. Mais les deux, Ouais. ils disent, il y a des choses qui valent la peine d'être regardées dans les textes païens. Puis nous, ça ne nous empêchera pas d'aller chercher ce qui est bon, puis de Ouais. rejeter ce qui est pas bon. Tu sais, ils utilisent l'image de l'abeille. Tu sais, l'abeille, elle se promène de fleur en fleur, elle butine ce qui est pertinent, ce qui n'est pas pertinent, elle le laisse là, puis elle continue. Puis je pense que c'est la même chose pour nous. Le but, c'est pas d'un matin de commencer à faire des choses comme, on va dire, les profanes le font, tu sais, avec plein de sexe, de violence, de ci, de ça. C'est pas ça l'objectif. Mais en même temps, on peut pas nier le fait que on est dans une culture, puis qu'il y a des choses pertinentes dans cette culture-là, même s'ils sont pas chrétiens à proprement parler. Tu sais. Ouais, ça. Oui, je pense que l'idéal, c'est de trouver une sorte d'équilibre, là. Tu sais, j'ai entendu d'ailleurs récemment John Bevecchi parler des jeux vidéo. Il parlait de ça sur le poste de Cosmic Skeptic. Puis il disait, tu sais, c'était quand même intéressant ce qu'il a dit, puis je pense qu'il a raison, puis c'est sûr qu'il faut penser à ça dans le monde des jeux vidéo, c'est qu'il a dit une des difficultés des jeux vidéo, c'est que l'effet qu'il produit sur les personnes de rentrer dans un genre de flow state où t'as comme t'es comme un, comment je peux dire, que tu penses pas, t'es comme dans une espèce d'interaction vraiment active, puis tu vois les résultats, puis il y a comme une sorte de surenchère de sentiment d'accomplissement, puis tout. Euh, puis il dit ça peut être semblable à ce que tu vis dans les arts martiaux ou dans la liturgie ou quoi que ce soit, mais qu'il dit la difficulté, c'est comment ça se transfère dans le monde réel, tu sais. Puis que lui, c'est comme ça qu'il voit le problème là, tu sais, du jeu, comment tu sais, le geek de jeux vidéo, là, vraiment la personne qui devient addict aux jeux vidéo, c'est que c'est comme s'il y a comme une sorte de flow state qui s'établit dans le monde des jeux vidéo, puis qui finalement s'oppose à sa vie normale. Tu sais, c'est-à-dire, on trouve ce qu'on veut là-dedans, mais à cause qu'on trouve de plus en plus ce qu'on veut là-dedans, ben là, on ne trouve pas à l'extérieur. Puis à cause de ça, ben, ça peut créer une sorte d'aliénation finalement là, tu sais, dans la personne. Fait que la question, c'est de Exactement. trouver comment utiliser l'outil tu sais, de la meilleure façon pour d'un côté, ça soit comme un peu, comme on l'a dit, comme un diapason pour la personne, c'est qu'elle puisse voir participer à des structures réelles, puis participer à des structures qui l'amènent vers quelque chose de bien, mais sans l'emprisonner dans l'attention que ça demande. Oui, absolument, parce que c'est un des plus gros problèmes, justement, c'est que ça peut devenir un remplacement. Puis, tu sais, c'est une des bonnes manières, normalement, qu'on peut regarder, on va dire, de l'art en général, ben, du point de vue chrétien, en tout cas, c'est quoi la conséquence après? Tu sais, si quelqu'un s'intéresse à une œuvre d'art, tu sais, mettons une icône ou quoi que ce soit, puis ça augmente sa piété, ça augmente le fait que, tu sais, elle veut aller aider les autres ou qu'elle veut se rapprocher du Christ, etc., ben, on sait que l'aspect participatif de cette œuvre-là, est pertinente. Tandis que Oui. si, comme tu dis, à l'inverse, c'est quelque chose qui fait juste renfermer la personne et tout, c'est là que ça peut devenir dangereux. Tu sais. Puis je pense que ça fait partie des questionnements qu'il faut se poser par rapport à ça. Tu sais. Puis personnellement, j'ai pas de réponse ou rien. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'il y a des façons de le gérer, mais c'est pas évident à cause que les jeux, ben, comme beaucoup de choses qui est liées aux médias modernes, là, à cause que c'est tellement ciblé, tu sais, pour stimuler l'attention humaine. Tu sais, c'est la même chose pour des séries ou pour des films ou pour des choses qui ont rapport avec l'attention populaire. C'est tellement ciblé pour te donner juste le bon montant de désir, le bon montant d'attente, le bon montant de satisfaction. Tu sais, c'est quasiment c'est scientifique, là. Ils ont fait des études, tu as besoin de tu sais, tant d'énergie pour arriver à un certain payoff, sinon la personne a décroche. Et puis, tu sais, tu penses à, comment ça s'appelle? Candy Crush, là. Tu sais, Candy Crush, c'est J'allais le dire, ah justement. oui, c'est basé sur des études scientifiques de tu sais, combien d'attention que tu peux donner. Puis là, tu sais, faut que tu fasses désirer la chose à la personne pour qu'elle te donne 50 cents pour le truc, mais pas trop parce que là, elle va arrêter de jouer, tu sais, puis de trouver ça. Mais ça, c'est fou, là. Ça, c'est probablement le même genre de personnes tu sais, qui font des publicités pour, je sais pas moi, qui ont développé le marché du tabac ou tu sais, des trucs. Tu sais, c'est Oh, comme ouais. c'est le même genre de monde, là, tu sais. Mais c'est Ben, pas c'est beaucoup évident. des gens, mettons, qui travaillent aussi pour les casinos puis ces trucs-là Oui, c'est qui ça. font ces genres de jeux-là. Puis, tu sais, faut être honnête, justement. Au début, mettons, j'ai mentionné que, mettons, les jeux vidéo dans l'entertainment, c'est le plus gros, etc., etc. Mm. Sauf que, justement, la majeure partie des jeux,
c'est pas des jeux justement avec des histoires puis du narratif super poussé, puis etc. C'est des jeux comme Candy Crush, c'est des jeux Ouais. sur les cellulaires, etc., etc. Puis ça, je pense qu'il y a comme pas grand-chose à faire pour tourner la vapeur par rapport à ça. C'est de l'arnaque psychologique, là, carrément, là, Ouais. pour garder les gens intéressés et tout. C'est pour ça que, comme tu disais tantôt, il y a des séries aussi qui font ça, il y a des films qui font ça. L'objectif, c'est de voir, nous, comment qu'on peut le faire pour que ce soit pertinent. Même chose, même pour un livre. Là, comment qu'on peut ne pas faire des clickbait, là, si on veut. Oui, c'est ça. Mais tu sais, il y a quelque chose qui remplit, disons, une fonction, tu sais, dans le jeu de téléphone un peu, tu sais, qui est répétitif et tout, là. Tu sais, il y a une fonction humaine qui nécessite ça. Tu sais, moi, je le sens, par exemple, tu sais, comme un exemple, quand je fais de la sculpture, quand je faisais de la sculpture beaucoup, à un moment donné, j'ai réalisé que j'avais différentes sortes d'énergie, tu sais. J'avais une énergie pour faire les choses complexes, puis qui demandent beaucoup d'attention, puis beaucoup de trucs, puis j'avais de l'énergie pour creuser un trou dans le fond. Tu sais, pour juste, tu sais, puis juste y aller, puis les deux, ils y apportent une sorte de satisfaction qui n'est pas la même, mais les deux qui sont très bonnes. Tu sais, c'est comme, tu sais, puis il y a des gens qui vont trouver du plaisir dans ça, jardiner ou des choses où il y a comme une sorte d'aspect répétitif un peu qui apporte du plaisir. Tu sais, les femmes qui vont tricoter ou qui vont faire des pointes ou des choses comme ça. Puis, tu sais, il y a un lien avec ça quand tu penses aux vieux jeux là, comme Pac-Man, par exemple, tu sais, qui c'est comme l'ancêtre des jeux de cellulaire, là, tu sais, c'est-à-dire, c'est comme un truc assez répétitif, tu sais, ça demande de l'attention, mais c'est des gestes qui sont quasiment mécaniques. Ça apporte une sorte de satisfaction. Tu sais, c'est pas quelque chose de totalement. Tu sais, on peut le comprendre pourquoi ça existe, pourquoi ça fait ce que ça fait. Euh, mais ça, la question, c'est une fois qu'on l'a compris, tu sais, comment qu'on peut l'utiliser à d'autres buts à part juste faire de l'argent. C'est ça le problème, c'est que souvent ces jeux-là, ils sont juste. Tu sais, Candy Crush, là, c'est sûr que c'est moins populaire, mais quand c'était dans son apogée, là, tu sais, c'était juste une machine à profit. Tu sais, imagine, on réussit à trouver un casino qui paye sans argent. C'est-à-dire, ils ont réussi à trouver un jeu qui fonctionne totalement avec les structures de casino puis de payoff de gambling, mais tu regagnes absolument rien à part des petits sons puis des explosions sur ton écran. C'est génial. C'est vraiment, tu sais, les gens qui ont réussi à penser à ça, là, c'est vraiment c'est assez génial, même si c'est très sombre, là. Comme je dis, David, ça vaut vraiment la peine de s'y intéresser parce qu'il y a tellement de monde qui passe du temps là-dessus, là. Une statistique que j'ai entendue, c'est que à l'âge de 21 ans, je pense que c'est en Angleterre, à l'âge de 21 ans, le gars moyen a passé 14 000 heures à jouer à des jeux vidéo. C'est l'équivalent de comme 2 3 bacs. Euh, c'est vraiment, vraiment beaucoup de temps. Puis aussi, par rapport au sens que ça donne aux gens, euh, un phénomène que j'ai trouvé quand même intéressant en informatique, là, c'est que c'est les jeux vidéo, c'est une industrie où les gens vont souvent être moins payés que dans le reste du milieu informatique pour des compétences similaires. Ils vont souvent avoir des conditions de travail pires où ils vont faire plus d'heures puis ils ont plus souvent de stress, mais sont prêts à le faire parce qu'ils trouvent que ça fait beaucoup de sens de travailler là-dessus. Comme, non seulement il y a beaucoup de gens qui achètent, consomment ça, mais même les gens qui vont produire ces jeux-là sont prêts à faire beaucoup de sacrifices. Fait qu'il y a, Absolument. il y a Ouais, une parce genre que les de. gens aussi, t'imagines, tu fais partie de quelque chose qui crée des fans, des gens qui sont excités par rapport à ton produit. Tu sais, je sais pas, moi, si toi, tu as inventé une nouvelle structure pour programmer tel petit truc, logiciel, tu sais, je sais pas, moi, si tu fais énormément d'argent, mais tu sais, personne ne te connaît, tout le monde s'en fout là, de ce que tu fais, là. Mais là, tu crées un monde en faisant un Oui, jeu c'est vidéo. ça. Puis, tu sais, Ouais. fait que je comprends quand même l'intérêt. Puis, mais ça va être vraiment un défi intéressant de savoir comment tourner ça vers le positif, là. Je vais être curieux de voir, David, c'est quoi les trucs là, que tu finis par trouver. Parce que c'est pas je connais pas ça assez pour avoir vraiment des idées précises de comment, tu sais, intéresser les gens puis leur donner des bonnes structures. Puis qu'après, ils veuillent retourner dans le monde puis qu'ils voient mieux le monde à cause des structures que tu leur as Ouais, enseignées. ça, c'est la grosse partie difficile, là, honnêtement. Là. Puis, tu sais, pour l'instant, l'objectif pour l'instant, ce qu'on essaie de faire, c'est surtout juste de faire des bons jeux. Dans le sens où est-ce que, tu sais, le pire qu'on peut pas faire, justement, c'est de faire ce que mettons, les chrétiens protestants, tu sais, des années 90 ont fait, c'est-à-dire, mettons, on va prendre Doom, puis au lieu de lancer des balles sur des démons, ben, tu vas lancer des croix sur des Romains, puis ils vont se convertir au lieu de mourir, là. Tu sais, ce Ça genre de existe-tu jeu-là pour de que. vrai? Ouais, ça existe pour de vrai. C'est un vrai exemple. Mais tu sais, le point que je veux amener, c'est que, tu sais, puis je suis sûr, Jonathan, c'est la même chose. Le but, c'est pas juste de raconter un conte de fées, c'est de raconter un bon conte de fées. Tu Ouais, ouais. sais, c'est le. Fait que tu sais, pour l'instant, on focus là-dessus, tu sais, sans dire que
on a quand même certains objectifs au niveau narratif et tout, mais c'est comme secondaire. Tu sais, pour revenir à ce que tu disais, je pense que ça décrit aussi bien le problème. Tu sais, tu disais, mettons, les gens sont moins bien payés, sont moins engagés. Tu sais, il y a quelque chose par rapport à ça. Tu sais, un des gros jeux qui est sorti cette année, puis qui a gagné là, le jeu de l'année, là, Baldur's Gate 3, euh, le jeu avait un budget plus gros qu'un film, que n'importe quel film d'Hollywood qui est sorti dans les dernières années, puis ils ont fait plus de profit que n'importe quel Ah ouais. film d'Hollywood des dernières années. Est-ce que vous avez vu un article passer là-dessus ou quoi que ce soit? Je sais même pas c'est Probablement quoi. pas. Je sais même Ben, pas c'est c'est ça. quoi. Tu sais, puis ça parle, ça, justement, de ce que tu dis, là, tu sais, Jean-Philippe. Tu sais, parce que, mettons, il y a- les gens ne seraient pas capables de nommer, mettons, un directeur, un développeur ou quoi que ce soit qui a fait un jeu vidéo, mais on est capable de voir les acteurs, puis de voir les directeurs de films, puis etc., etc. Tu sais, c'est comme un monde complètement un peu à part. Puis Hmm. j'ai pas nécessairement là, euh, rien par rapport à ça, mais je pense que c'est assez criant aussi de comment est-ce que c'est perçu dans notre culture, justement. Ouais, Bon, c'est intéressant. Ben, j'ai l'impression que c'est quand même un bon. Ben, c'est un lieu dangereux à explorer, mais c'est un lieu qui pourrait aussi apporter beaucoup de surprises, hein. c'est bon. Peut-être un truc pour finir que je trouve intéressant et encourageant là, dans tout ça, c'est aussi comme souvent la qualité des gens qui sont intéressés à faire ça ces jours-ci dans le christianisme. C'est oui, il n'y a pas eu une grosse influence du christianisme sur la culture dans les dernières décennies, mais présentement, c'est intéressant ce qui se passe quand même, là, le nombre de personnes, surtout intellectuelles, qui se convertissent, ou des gens avec beaucoup de capacités artistiques aussi, qui se convertissent puis qui essaient de rayonner autour de ça, là. Puis des fois, des gens même qui n'ont pas fait le saut au complet à devenir chrétien, qui vont déjà avoir un gros impact positif pour le christianisme, là, comme ben, ton ami Jordan Peterson ou Tom Holland aussi au Royaume-Uni qui a un gros impact là-dessus. Puis, ce côté artistique, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui se passe avec beaucoup d'artistes que tu connais qui se convertissent aussi. Fait il y a quand même beaucoup d'espoir, puis beaucoup comme. Je suis curieux, disons. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer dans les derniers 20 ans, par exemple, là. Ouais. Ouais, ça va être intéressant de voir ce qui va arriver, parce que, tu sais, sérieux, ça va sembler bizarre de dire ça au moment où on a l'impression, tu sais, qu'au niveau de tout ce qui est visible, tu sais, le christianisme est comme tu sais, au plus bas qu'il a été en Europe, au moins, là, tu sais, en Europe, tu sais, tout ce qui est la culture occidentale, l'Europe et l'Amérique. Mais en même temps, le mouvement, l'espèce d'énergie, tu sais, pour avancer, tu sais, les idées qui sont, selon moi, qui ont le plus de potentiel, ils viennent de là. Et comme tu dis, Jordan Peterson, pas juste ça, mais tu sais, en ce moment, là, si vous savez, les gens qui portent attention à ce qui se passe, là, c'est hallucinant. Le monde athée, l'élite intellectuelle, il est en train de s'écrouler, là. Tu sais, les nouveaux athées, c'est fini. Tu sais, puis plusieurs des New Atheists, maintenant, ils peuvent plus dire qu'ils sont ça. Euh, Jordan Peterson, d'ailleurs, il a fait une autre entrevue avec Sam Harris, puis il a dit c'est fini, là. Il dit, la seule chose qu'il peut dire, c'est qu'il n'aime pas les gens dogmatiques. Il est rendu là. Toutes les choses qu'il disait avant, il peut juste plus les dire. Puis tu sais, avec Ayaan Hirsi Ali, qui s'est comme converti au christianisme, il y a plusieurs choses comme ça qui se passent où on réalise que l'espèce de mouvement des Lumières, puis l'espèce de mouvement du sécularisme, il arrive à sa fin. C'est sûr qu'il va accélérer avant de totalement finir. Il va avoir comme une sorte de poussée, mais ça veut pas dire que si tu portes attention, tu peux voir que c'est fini, puis que ce qui va sortir de l'autre bord, ça va être religieux. Donc, la possibilité qu'on a de parler dans ça avec la vérité du Logos, avec une histoire qui est la meilleure histoire qui a jamais été racontée, qui est l'histoire de Jésus, euh, tu sais, les possibilités sont infinies, là. Ouais, ouais. C'est vraiment des bonnes surprises ces temps-ci, là. Même le livre, je sais pas si vous l'avez regardé pour l'instant, The Surprising Return of Belief in God de Justin Brierley. C'est sorti il y a Oui, quelques mois seulement, mais c'est un gars qui a fait des entrevues avec souvent comme un athée puis un croyant, puis il discute de plein de sujets pendant très longtemps. Puis là, il a écrit un bon livre, à mon avis, où il documente comme
Ouais, le quoi retour. présentement c'est en train de flipper, là. Le discours a vraiment changé, comme tu dis, Jonathan. Puis tu sais, c'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire aussi, là. Souvent, tu sais, le christianisme, ça allait puis ça venait dans les civilisations. Puis tu sais, au Québec, on a eu des vagues où tu sais, les premiers arrivants étaient souvent très catholiques. Après ça a comme diminué un peu jusqu'au temps de la conquête. Après la conquête, ça a vraiment remonté jusqu'en 1900, 1950, c'est comme le pic, après ça s'est redescendu. Puis il y a tout le temps comme des vagues un peu qui se passent dans la culture. Puis là, on serait comme à la fin d'une vague, selon lui, avec tu sais, des grands intellectuels comme tu viens de le dire, qui se convertissent, puis que le discours change beaucoup, au niveau des artistes aussi. Fait que c'est encourageant, là. Qu'est-ce qui se passe? C'était une Ça bonne serait surprise, intéressant de celui-là. voir que ça peut s'arriver au Québec. On dirait que. T'as plus de misère au Québec. Au Québec, on Ben, dirait, tu sais, je veux on est en dire, retard, mais ça va vite. c'est pas impossible, mais en tout cas, disons, les étincelles sont difficiles à percevoir si ça y est, là. Je sais qu'il y a Mathieu Bocoté qui supposément il s'est converti vraiment au catholicisme, mais il est en France. Mhm. Tu sais, mais à part ça, au Québec, Au Québec, je trouve qu'on est souvent en retard. On a genre, un aussi, ouais. mélange en retard des États-Unis puis de la France. On a 10 Euh, ans de retard, ouais. il y a comme les générations plus vieilles, un peu, sont comme en retard de la France. Puis les générations plus jeunes, aujourd'hui, je trouve, sont en retard des États-Unis. Puis là, ça fait un mélange des deux, là. Mais on dirait, tu sais, si ça change aux États-Unis, on va finir par changer nous autres aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, on gardait notre attention sur ça, c'est sûr. Bon ben, sur ce, je pense que c'est un bon moment pour arrêter, à moins que vous ayez quelque chose que vous voulez dire, quelque chose qu'on devrait couvrir selon vous aujourd'hui. Non, mais les gens peuvent garder leur attention sur les choses qui s'en viennent. Le magazine de Symbolic World, à lequel Jean-Philippe, toi aussi, tu as participé. Moi, T'as-tu j'ai un quelque... article Oui, dans le Jean-Philippe, magazine. David, il a participé énormément. Plus aussi le, le livre de Jean-Philippe, son cours, puis le jeu vidéo de David. Moi, je savais même pas que c'était sorti, fait que c'est sûr que je vais aller voir ça, puis je vais essayer ça. Je suis allé sur le site, on peut mettre le lien dans la Ouais, description. ouais, Comme ça, les gens peuvent aller voir par eux-mêmes. parfait. Alors, joyeux Noël, messieurs. Je pense que David Joyeux allait dire quelque Noël, chose. bonne Ouais. année. Ouais, j'allais juste dire dans le fond que tu sais, pour ceux qui s'intéressent peut-être à long terme, de s'inscrire à notre infolette de studio, comme ça, quand on va sortir des nouveaux jeux plus, on dit plus costauds dans le futur, ben, ils vont déjà être au courant. Parfait. Bon, ouais. Merci les gars. Puis comme Jonathan dit, joyeux Noël à tout le monde. On se revoit en 2024.